Salutations. Et merci à vous tous pour votre intérêt dans ces mondes océans. Alors les mondes océans, c'est quelque chose qui a un autre nom également, on les appelle les satellites glacés. Donc on est assez loin dans le système solaire hein, et donc on va expliquer un petit peu quels sont ces mondes, pourquoi monde océan, un petit peu pourquoi satellites glacés également. Finalement, on va regarder particulièrement trois. Donc j'ai pas de pointeur laser, donc ça sera mes doigts. Et donc ici, on a trois représentations. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous avez peut-être reconnu la plus grosse, c'est Titan, qui est un satellite de Saturne. La moyenne, c'est Europe, qui est un satellite de Jupiter. Et la plus petite, ici, Encelade, un autre satellite de Saturne, qui sont à l'échelle, les unes par rapport aux autres. Pas par rapport au cornet de glace, comme vous pouvez constater. Et donc, on les appelle monde océan parce qu'ils ont un océan qui va se retrouver sous une croûte de glace, puisqu'on est loin dans le système solaire, on est au niveau de Jupiter, de Saturne. Bon, il y a d'autres mondes océans qu'on ne discute pas aujourd'hui, mais donc, vu qu'on est loin dans le système solaire, on a à peu près 1% de la lumière du soleil qui va arriver jusqu'à la surface de ces corps. Et donc, l'eau de surface, vu la température qui se retrouve aux alentours de moins 200 degrés, va se retrouver sous forme de glace. Il y aura une croûte de glace qui peut faire plusieurs kilomètres d'épaisseur au niveau de ces différents corps. Et sous cette croûte de glace, des océans d'eau liquide. Et tout ça, ça va nous intéresser dans le cadre de l'exobiologie. L'exobiologie, c'est la compréhension de la chimie du système solaire et par extrapolation, la potentialité de forme de vie sur ces différents corps du système solaire. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est un petit peu les cibles prioritaires des agences spatiales, que ce soit les agences spatiales américaines comme la NASA ou européennes comme l'ESA. Donc, ces corps sont des cibles prioritaires pour la recherche de traces de vie. Et donc, je suis chercheuse en sciences planétaires, j'étudie tous ces corps, et en astrochimie exobiologie, donc je m'intéresse à la chimie du système solaire et à la recherche de traces de vie, et c'est pourquoi j'ai un intérêt particulier, alors pour Mars, un petit peu ma planète de cœur, mais aujourd'hui c'est pas du tout Mars, pour les mondes océans, qui sont ces cibles prioritaires. Mon laboratoire, c'est le LATMOS, c'est un laboratoire qui se trouve à Guyancourt, en région parisienne, avec une autre antenne à Jussieu à Paris. Guyancourt, c'est du côté de Versailles pour ceux qui peuvent situer. Et donc, on part dans le système solaire. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Si on y arrive, c'est loin pour y aller. Alors, voilà. Donc, si je vous parle du système solaire, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, bah, pour la plupart d'entre vous, ça va évoquer 8 planètes. Pour les plus anciens d'entre vous, ça évoquera 9 planètes. Et donc, ces différentes planètes, finalement, c'est une minorité de ce qui se trouve en réalité dans le système solaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le système solaire? On va avoir cette ceinture d'astéroïdes qui va se trouver entre Mars et Jupiter. Une planète qui n'a pas réussi à se former à cause des perturbations gravitationnelles de Jupiter. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Des comètes. Les comètes qui peuvent provenir soit des confins du système solaire, soit même de plus loin. Et donc qui vont passer à proximité du Soleil, qui vont se désintégrer, qui vont faire plusieurs passages pour les plus connus comme la comète de Halley et qui sont un petit peu des résidus primitifs du système solaire en formation. On va également trouver des satellites de planètes. Alors, on connaît très bien notre satellite à nous, la Lune. Mars a 2 satellites, tout petits. Si on va plus loin dans le système solaire, on a de plus en plus de satellites. Jupiter et Saturne vont avoir à peu près 80 satellites chacun. Donc là, une petite représentation de quelques-uns. Mais les satellites des planètes, c'est quelque chose qui, en quantité, est énorme dans le système solaire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en quantité monstrueuse? Alors, je suis désolée, l'écran est un tout petit peu coupé sur la droite. On a réussi à ajuster pour couper un peu à gauche, un peu à droite et pas trop couper. On va retrouver ce qu'on appelle des objets transneptuniens. En anglais, des TNOs, Trans-Neptunian Objects. Ces objets transneptuniens se retrouvent au-delà de l'orbite de Neptune. Comme leur nom l'indique, il y en a des centaines et des centaines, des gros, des petits. La plus connue d'entre nous, c'est Pluton, qui aujourd'hui est un objet transneptunien, qui n'est plus une planète. Et donc, on a toute une variété de mondes dans le système solaire. Le système solaire, ce n'est pas uniquement des planètes. Et cette variété de mondes, elle est exceptionnelle. Alors, est-ce que toujours les petits tests pour voir si les vidéos elles passent?
une quantité de mondes qui est vraiment exceptionnelle, une variété de ces mondes dans le système solaire. Il y a plus de 60 corps qui font plus de 300 km de diamètre dans le système solaire. Donc là, il y a un défilé de différentes planètes, satellites, objets transneptuniens qui ont été identifiés, qui ont la plupart d'entre eux des noms et qui vont avoir des intérêts particuliers. Soit pour l'exobiologie ou pas. Et c'est pas parce qu'on est dans les plus petits qu'on va être dans les moins intéressants. Typiquement, je cherche Encelade, voilà. Typiquement, Encelade, qui fait 500 km de diamètre, parmi les petits objets du système solaire et qui a un intérêt très très particulier pour l'exobiologie, pour la recherche de traces de vie, qui est un monde océan qu'on va discuter un tout petit peu plus loin. Et donc, on va faire un petit peu, on va regarder du côté de Jupiter, on va regarder du côté de Saturne. On commence par Jupiter. Alors, Jupiter, c'est une planète, une géante gazeuse, qui n'a pas d'intérêt en soi, pour nous en tout cas, pour l'exobiologie. C'est une planète qui est magnifique et extraordinaire. Il y a des photos qui ont été prises par différentes sondes, notamment la sonde Juno, qui est toujours en orbite autour de Jupiter, qui prend des photos des nuages. Donc, on a des vents qui font plusieurs centaines de kilomètres/heure. Il y a la grande tache de Jupiter qui est une tempête géante qui fait la taille de la Terre. C'est un corps qui est exceptionnel, mais pour l'exobiologie, Jupiter ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser de Jupiter, ce sont ses satellites. Donc, comme je vous disais, il y a à peu près 80 satellites autour de Jupiter. On en retrouve régulièrement des plus petits. Et parmi ces 80 satellites, il y en a 4 qui sont particulièrement étudiés, qui ont été découverts, puisque ce sont les plus gros qui ont été découverts les premiers, et qu'on peut observer facilement à la lunette astronomique ou au télescope, par exemple dans les soirées organisées par la SAB avec, j'imagine, des observations. Et dans ces observations, avec du matériel amateur, on est capable de voir Jupiter, de voir les différents satellites. Donc là, par exemple, on voit Europe, on voit Io comme satellite, et on voit non seulement les satellites, mais on voit aussi l'ombre des satellites sur la planète. Ça, ce sont des images amateurs, ce qu'on est capable de voir. Ces 4 satellites principaux de Jupiter qui vont nous intéresser, tous ne sont pas des mondes océans. Europe en est un, sur celui-là qu'on va se concentrer. Ganymède en est un. Callisto en est peut-être un. Callisto, c'est un des corps les plus anciens du système solaire qui est cratérisé de partout. Et Io, alors c'est pas du tout un monde océan, mais c'est un monde exceptionnel, c'est un monde volcan. C'est le monde volcanique le plus actif du système solaire, des volcans en éruption constamment, dû à une chaleur extrême qui se trouve dans ce satellite. Et si on regarde, c'est la sonde de New Horizons qui avait pris cette photo en partant vers Pluton, et on voit des éruptions volcaniques qui se trouvent au pôle nord de Io. Alors ça ne nous intéresse pas du tout pour le côté monde-océan, pour le côté exobiologie, parce que vous voyez, c'est un monde volcan, donc c'est extrême en termes de chaleur. Donc qui dit chaleur extrême dit destruction des molécules, dit vie impossible. Mais par contre, c'est un monde qui a beaucoup d'autres intérêts, qui est particulièrement exceptionnel et très très joli à prendre en photo et en vidéo. Et donc, alors Ganymède, c'est le plus gros satellite du système solaire, beaucoup plus gros que notre Lune à nous, qui est un monde océan, mais avec un océan qui est un petit peu spécial. Donc je vous parlais des mondes océans avec une croûte de glace, et puis un océan sous cette croûte de glace. Et bien Ganymède, elle a une couche supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle a cette croûte de glace, elle a l'océan sous la croûte de glace, et sous l'océan, il y a encore une croûte de glace. Ce qu'on appelle une glace haute pression, c'est la gravité qui fait que l'eau, finalement, en fond d'océan, elle est sous telle pression qu'elle va se former une forme de glace, une glace haute pression assez particulière qui n'existe pas sur Terre. Et donc cette couche de glace va isoler l'océan de l'intérieur de Ganymède, et c'est pour ça qu'elle nous intéresse un petit peu moins au niveau de l'exobiologie. Callisto a probablement un océan, c'est une hypothèse, donc on n'est pas sûr à ce niveau-là. Par contre, Europe donc, a cette croûte de glace qui fait une dizaine de kilomètres d'épaisseur. Sous la croûte de glace, il y a un océan qui peut faire jusqu'à une centaine de kilomètres de profondeur. Et sous cet océan, on est directement au niveau du manteau, c'est-à-dire comme au niveau de nos océans terrestres, où au fond de l'océan, on a la Terre, on a les couches de silicates, et donc on a une communication entre l'océan et entre l'intérieur du corps. De la planète, alors on dit souvent planète pour parler des satellites, c'est un abus de langage, mais c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Vous voyez que ce sont des mondes qui sont tellement exceptionnels, on les appelle un petit peu par abus de langage des planètes. Et donc encore une fois, la sonde Juno américaine a pris des photos assez exceptionnelles du système de Jupiter. Par exemple, la photo de gauche où on voit Jupiter et on voit 2 des satellites, donc Io, le fameux monde volcan, et Europe, le monde océan.
Et à droite, donc ce sont également des photos qui ont été prises par Juno et des photos qui ont été compilées en un time-lapse. Donc, un time-lapse qui est dit composite, parce que la sonde ne se trouvait pas au même endroit à chaque photo. Donc la sonde dérivait vers la gauche pendant que les satellites tournaient vers la droite, ce qui donne une fausse impression que le satellite extérieur tourne plus vite que le satellite intérieur, ce qui est en mécanique céleste impossible. Donc le satellite extérieur tourne donc bien plus lentement que celui d'intérieur, donc à l'extérieur Europe et à l'intérieur Io. Donc tout ça, ce sont des photos. C'est quand même assez exceptionnel de voir qu'on est à des centaines de millions de kilomètres de la Terre et qu'on arrive à avoir des résolutions aussi importantes au niveau des photos. Et donc Europe, c'est ce fameux satellite glacé ou monde-océan qui va nous intéresser. Comme je vous disais, il y a une croûte de glace qui fait une dizaine de kilomètres d'épaisseur. C'est assez difficile d'estimer ces profondeurs ou la composition exacte sans envoyer des missions sur place. Mais certaines missions, certaines sondes spatiales sont allées du côté de Jupiter. On fait des survols d'Europe, même s'il n'y avait pas une focalisation sur Europe, on fait des survols et on fait beaucoup d'analyses. Donc on a quand même pas mal d'éléments pour savoir qu'on a cette croûte de glace, cet océan qui est global, c'est-à-dire qui va englober tout le satellite, et cet océan qui est en contact direct avec le manteau qui se trouve en profondeur. Et la quantité d'eau, alors déjà, pourquoi cette eau reste liquide? Alors que je vous disais, on est très très loin dans le système solaire, on a à peu près 1% de la luminosité du Soleil qui atteint la surface d'Europe, ce qui fait que l'extérieur est glacé, mais l'intérieur finalement, il est chauffé. Et il est chauffé pourquoi? Par des mouvements de marée, de contraction et dilatation de Europe qui va être créé par son orbite qui est complètement elliptique autour de Jupiter. Donc en se rapprochant de Jupiter et en s'éloignant de Jupiter, ça va créer ces forces de dilatation et de contraction qui vont échauffer la roche. Et en échauffant la roche, cette chaleur va vouloir se libérer. Elle va se libérer vers l'extérieur. Et vers l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? On a cette eau qui se trouve donc sous forme liquide, chauffée par les forces de marée de Jupiter. Et il y a tellement d'eau sur Europe. Donc là, on a une comparaison entre le satellite Europe et la Terre. Donc on voit que c'est à peu près la taille de notre Lune à l'échelle. Et la comparaison entre l'eau totale qui se trouve sur Terre et l'eau totale qui se trouve sur Europe, l'eau liquide. Et ce qu'on voit, c'est que sur Europe, qui est quand même beaucoup plus petite que la Terre, il y a à peu près 2 fois plus d'eau liquide que sur la Terre, en quantité absolue. Donc il mérite bien son nom de monde-océan. Et dans cet océan, il va beaucoup nous intéresser pour la raison qu'il est en contact avec la couche de silicate, avec le manteau. Et qui dit océan en contact avec le manteau, dit on est un peu comme dans nos océans terrestres. Et dans nos océans terrestres, qu'est-ce qu'on a? On a des sources hydrothermales ou des fumeurs noirs. Ces sources hydrothermales vont amener des éléments de l'intérieur du manteau jusque l'océan et donc des éléments minéralogiques, des éléments chimiques qui vont pouvoir créer des molécules. Et ces molécules vont pouvoir s'assembler et on a suffisamment d'énergie apportée par la chaleur, puisque c'est la chaleur du magma qui va réchauffer l'eau qui s'infiltre sur les côtés, qui ressort pour faire ces sources hydrothermales. Et donc, on va avoir plein de réactions chimiques qui vont se passer au niveau de ces sources hydrothermales. Tellement de réactions chimiques que sur Terre, au niveau de ces sources hydrothermales, ça grouille de vie. Il y a énormément de nutriments, il y a énormément d'éléments, il y a plein de choses. Et c'est une des hypothèses pour l'apparition de la vie sur Terre. C'est-à-dire que, donc on a 3 hypothèses qui existent sur l'apparition, où est apparue la vie sur Terre. Et une des 3 hypothèses, c'est que la vie serait apparue dans les sources hydrothermales terrestres. Vous voyez pourquoi ça nous intéresse beaucoup au niveau extraterrestre, au niveau de Europe, d'avoir ces sources hydrothermales. C'est une potentialité d'apparition de la vie. Et donc, cet océan, cette couche de glace, et dans l'océan va se retrouver donc beaucoup de réactions chimiques. Donc pas de regarder, juste c'est très complexe au niveau moléculaire. Et en allant analyser cet océan, on ne va pas directement rechercher la vie, mais ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la complexité de la chimie. Et il faut savoir que la vie, c'est de la chimie. Si on cherche des traces de vie, on va chercher des traces de chimie qui représentent la vie.
Donc, en allant rechercher la chimie, en comprenant déjà la chimie de ce qui se passe, on va pouvoir remonter à la chimie primitive terrestre, ce qui est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui sur Terre, il n'y a plus de chimie qui ne soit pas altérée par la vie, alors que sur d'autres corps du système solaire, on va pouvoir comprendre cette chimie primitive sans qu'elle soit contaminée entre guillemets par la vie. Et si jamais la vie s'est développée, par les analyses chimiques, on va pouvoir déterminer que la chimie qu'on détecte provient de la vie ou provient d'une chimie qui n'a rien à voir avec la vie. Donc double intérêt, mais quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a de la chimie complexe qui se passe dans ces océans. Donc je vous dis, on est très intéressé par ces océans, mais je vous dis également, on a une croûte de glace qui fait 10 km d'épaisseur. Donc comment aller faire ces analyses en sachant que sur Terre déjà, faire un forage de 10 km, c'est extrêmement compliqué. Aller faire un forage de 10 km dans une glace à 100 millions de kilomètres, ou enfin, des centaines de millions de kilomètres, c'est définitivement pas possible. Mais heureusement, Europe est très conciliant. Europe est tellement conciliant que l'océan se répand à l'extérieur. Elle se répand, donc là on a des vues d'artistes. Je vais vous préciser à chaque fois si ce sont des images de synthèse ou des photos, parce que certaines photos correspondent vraiment sont tellement exceptionnelles qu'elles vont ressembler à des images de synthèse, et certaines images de synthèse sont tellement bien faites qu'on dirait des photos. Donc là, en l'occurrence, on est sur une image de synthèse, on est à la surface d'Europe, on voit Jupiter, on voit le Soleil, qui est beaucoup plus petit que sur Terre. Bon là, on ne reconnaît pas très bien qu'il est plus petit. Et donc, on aurait ces geysers, des geysers qui font plusieurs kilomètres de hauteur. Et ce serait l'océan qui se retrouve sous la croûte de glace qui va passer par des fissures à l'intérieur de la croûte de glace et se répandre à l'extérieur d'Europe. Et comment on sait ça? Pourquoi on suppose ça? En tout cas, pourquoi on le sait? Des observations ont été faites depuis la Terre avec le télescope Hubble. Le télescope Hubble qui tourne autour de la Terre, qui a été maintenant remplacé par le James Webb. Mais en tout cas, Hubble a fait des observations d'Europe et a observé, donc ici, ce sont des images, cette fois des photos qui ont été prises par Hubble avec une certaine calibration pour pouvoir regarder l'hydrogène. Et sachant que l'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, en regardant l'hydrogène, par extension, on regarde l'eau. Et ce qu'on voit, c'est que le rond, c'est Europe, et on voit qu'au niveau du pôle sud, on a régulièrement des relargages d'hydrogène, donc des relargages d'eau qui montent à plusieurs kilomètres d'altitude. Ça a été observé 2 fois au niveau d'Europe pour Hubble. Et ces relargages d'eau sont donc considérés comme étant des geysers qui se répandent à l'extérieur d'Europe. Alors, on suppose que ça provient de l'océan qui se trouve sous la croûte de glace. Ça pourrait également provenir de poches d'eau qui sont peut-être pas directement liées à l'océan, mais qui sont indirectement liées à l'océan. Ce sont toutes des choses qu'on voudrait analyser d'un petit peu plus près. Mais de toute façon, Europe, c'est un monde qui est hyper intéressant pour plein de raisons. Déjà, sa surface est extrêmement jeune, extrêmement active. Comment on reconnaît si un corps est ancien ou s'il est jeune, c'est-à-dire si la surface elle est reprocessée en permanence ou alors si elle est un résidu du système solaire primitif? Et ben, c'est par le nombre de cratères. Je vous disais, par exemple, sur Callisto, c'est un des corps les plus primitifs du système solaire, et il est couvert de cratères. Notre Lune elle est couverte de cratères parce qu'il y a très peu de reprocess de la surface. Europe, sur toute la surface de Europe, qui est à peu près la taille de notre Lune, on trouve 5 cratères. Donc 5 cratères, par extension et par certains modèles, on arrive à estimer que la surface est là entre 10 et 60 millions d'années. À l'échelle géologique, c'est extrêmement jeune. 60 millions d'années, c'est l'extinction des dinosaures sur Terre. Donc vous voyez qu'il y avait déjà de la vie active, macroscopique, la vie avait déjà ensemencé tous les systèmes et tous les environnements terrestres, tous les écosystèmes. Et donc, cette surface étant extrêmement jeune, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement active. S'il y a un cratère, finalement, il va être reprocessé par l'activité de la surface et il va disparaître. Elle est active justement parce qu'on a cette croûte de glace et ce qu'on va voir, ce sont des fissures un petit peu comme quand on est sur un glacier où on va avoir des plaques de glace qui se rentrent dedans, qui font des monts, des plaques qui vont se frotter les unes contre les autres. Et également, donc ici on voit une fissure et on voit plein de taches
des taches noires qui correspondraient à ces fameux geysers, ou ces fameux, ce qu'on appelle des cryovolcans, c'est-à-dire des volcans qui vont cracher de la glace et qui vont se répandre à l'extérieur. Bon, après, notre résolution de la surface d'Europe, puisqu'on n'a pas de missions qui ont été focalisées sur l'analyse d'Europe, la résolution de surface, elle n'est pas très très bonne. Donc, on a des résolutions de surface qui vont être de 300 mètres par pixel. C'est-à-dire qu'on n'a pas une analyse au mètre près sur Europe et ça va être difficile d'en savoir beaucoup plus. Mais voilà, on a cette surface qui est très jeune, qui est très active, qui bouge en permanence. Également une surface, quand on prend des photos, alors on ne voit pas très bien sur les couleurs ici, mais c'est très rougeâtre, si on le voit bien ici. C'est très rougeâtre et le rougeâtre, ce sont des sels. Ce sont des sels qui sont en permanence bombardés par des rayonnements qui viennent du Soleil, qui viennent de la galaxie et qui transforment ces sels. Ces sels, l'intérêt qu'ils vont avoir, c'est en étant en surface d'Europe, on sait qu'ils vont se répandre à travers la glace et qu'ils vont descendre dans l'océan. Donc ce qu'on va supposer, c'est que l'océan global qui se retrouve sous cette croûte de glace est salé, et extrêmement salé. La majorité des sels, d'ailleurs, c'est un petit peu comme notre sel de table, hein, c'est du NaCl, du chlorure de sodium. Et ça, c'est des analyses qui ont été faites pour savoir la composition des sels. Et bon, l'abondance, c'est un petit peu plus difficile. Et en ayant une composition salée, on va avoir des éléments supplémentaires qui vont apporter tous les éléments nécessaires pour faire de l'énergie, pour faire des réactions chimiques, et donc qui vont nous donner entre les sels qui vont sédimenter depuis la surface jusqu'à l'océan et l'intérieur d'Europe qui se répand par les sources hydrothermales dans l'océan, cet océan, par le dessus et par le dessous, a tous les éléments nécessaires pour que la vie puisse se développer. Donc, corps particulièrement intéressant. Et donc, la première partie des analyses, j'aime bien l'appeler la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, c'est aller sur ces corps pour les étudier. Ce sont les missions spatiales. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu de JUICE, parce que JUICE, c'est une mission, c'est le Jupiter Icy Moon Explorer, donc l'explorateur des mondes glacés de Jupiter, qui va aller faire, c'est une mission européenne qui est par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et ce qu'il faut savoir, que j'aime bien préciser, c'est que donc l'Europe, c'est le deuxième contributeur du spatial après la NASA, mais parmi les contributeurs de l'ESA, il y a deux grands contributeurs, c'est la France et l'Allemagne. Et donc, par extension, au niveau national, la France est le deuxième contributeur au spatial après la NASA. Et bon, tout le monde a des t-shirts NASA, ben moi y compris aujourd'hui, mais on voit peu de monde avec des t-shirts de l'Agence spatiale française, qui est pourtant l'agence spatiale qui finance tous les développements qu'on fait, tout mon travail sur les sondes spatiales, sur le travail de laboratoire pour appliquer à la recherche de la chimie du système solaire et à l'exobiologie. Cette agence spatiale donc, française, c'est le CNES, le Centre national des études spatiales. Et donc, ici, on est au niveau européen, donc c'est une sonde JUICE qui va partir, et je vous invite à regarder le décollage. Le décollage, il est après-demain, à 14h15, le début de la fenêtre de tir. Il va partir de Kourou, en Guyane française. Et donc sur une Ariane, elle va partir sur une Ariane 5, ce sera peut-être le dernier lancement, enfin c'était prévu en tout cas pour être le dernier lancement de l'Ariane 5 avant l'arrivée des Ariane 6. Bon, apparemment il y a eu un interchangement, il y aura un autre lancement d'Ariane 5 entre-temps, mais de toute façon, voilà, après-demain, jeudi, 14h15, décollage de JUICE, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel qui va être couvert au niveau médiatique. Vous pouvez regarder, il y a des télés, donc ESA TV qui existent. NASA TV aussi, si vous tapez sur Google, vous pouvez regarder ce décollage en direct avec les commentaires d'experts. Et donc, JUICE, c'est une mission qui n'est pas à but exobiologique. Il va essayer d'aller comprendre un petit peu tout le système de Jupiter et qui va se focaliser sur Ganymède. Donc Ganymède, ce plus gros satellite du système solaire, celui qui nous intéresse moins pour l'exobiologie parce que l'océan, il va être isolé du manteau par une couche de glace haute pression qui se trouve en profondeur, mais qui a d'autres intérêts pour la formation du système solaire. Seulement, JUICE va également regarder d'autres lunes. Il va regarder Callisto et il va regarder Europe. Bon, Europe, il va faire juste 2 survols d'Europe, donc on n'aura pas énormément de résolution supplémentaire ou d'informations supplémentaires par rapport à Europe avec cette mission. Mais c'est quand même quelque chose qui va apporter, on ne sait jamais ce qu'on va trouver finalement. Donc JUICE partira dans 2 jours et arrivera dans le système de Jupiter dans les années 2030-2031.
pour faire une exploration de tout le système de Jupiter et se mettra en orbite autour de Ganymède après 2 ou 3 ans d'exploration du système de Jupiter. Une autre mission qui part du côté de Jupiter, mais cette fois à but d'explorer Europe, c'est Europa Clipper. Donc cette fois, c'est une mission américaine avec toujours des contributions européennes, puisqu'encore une fois, on est le deuxième contributeur au spatial et sur quasiment toutes les missions américaines que vous pouvez voir. Vous voyez NASA, les logos NASA, parce que souvent ce sont les porteurs, mais il y a quasiment toujours une contribution européenne et de manière générale, toujours une contribution française sur toutes les missions que vous pouvez voir partir. Et donc, Clipper, lancement en 2024 avec une focalisation sur Europe. Donc, il ne va pas se mettre en orbite autour d'Europe parce que c'est compliqué. Il va être en orbite autour de Jupiter et il va faire des survols d'Europe. Bon, Jupiter a un gros problème, c'est qu'elle a des radiations intenses, donc c'est difficile d'être dans ce système sans griller les électroniques. 10 expériences à bord de Clipper pour regarder 2 choses. Le contexte de Europe, avoir une résolution un petit peu plus grande sur des zones un petit peu plus vastes d'Europe et regarder l'habitabilité d'Europe. L'habitabilité, ce n'est pas la vie, c'est rechercher si les conditions étaient réunies au même endroit et au même moment pour que la vie puisse se développer. Ces conditions, c'est la présence d'eau liquide, c'est la présence de molécules, ces fameuses briques du vivant. Ce sont des conditions physico-chimiques qui vont être relativement stables et relativement neutres. Il ne faut pas que ce soit trop salé, il ne faut pas que ce soit trop chaud, trop froid, etc. pour que les réactions puissent se produire. Et c'est également la présence d'énergie. Mais l'énergie, on en a un petit peu partout dans le système solaire de toute façon, donc ça, ce n'est pas un facteur limitant. Et donc, Clipper va regarder un petit peu tout ça sur Europe pour explorer et également pour préparer une future mission qui sera d'atterrir sur Europe pour cette fois rechercher de la vie. Mais on ne peut pas aller rechercher de la vie sans connaître d'abord le contexte et d'abord l'habitabilité. Pour différentes raisons, pour des raisons scientifiques, si on ne connaît pas le contexte, on ne peut pas déterminer les bons instruments qui vont aller rechercher la vie. On a des exemples où on a essayé de rechercher la vie directement, c'est complètement planté parce que les expériences n'étaient pas adaptées au contexte c'était Mars en l'occurrence. Donc on ne peut pas envoyer des missions de recherche de vie si on n'a pas envoyé d'autres missions au préalable qui caractérisent l'environnement et qui recherchent l'habitabilité. Mais le contexte, c'est aussi le contexte de la sécurité d'atterrissage. Parce que si on veut atterrir, donc là, ce sont des images de synthèse, encore moitié image de synthèse, moitié photo ici, et image de synthèse pour le lander qui se trouve ici. Europa Lander donc atterrira en surface. Qui dit atterrir dit il faut connaître la surface à une échelle qui soit un petit peu plus grande que 300 mètres par pixel pour pouvoir atterrir sur des pentes qui soient pas trop ardues et sur des environnements qui soient relativement safe pour pouvoir atterrir. Et donc Europa Lander c'est encore un projet, c'est-à-dire qu'il n'a pas de financement. Mais on est quand même en préparation des instruments. Il y a un appel d'offres qui sortira un jour, qui est repoussé sans cesse, hein, bien entendu, en fonction des priorités et en fonction du budget. À ce moment, il y a des gros problèmes de budget au niveau des agences spatiales. Et donc c'est un projet qui sortira normalement un jour. Et puisque quand on prépare un instrument, ça prend des années et des années, on est déjà en train de préparer des instruments pour proposer sur un appel d'offres éventuel qui sortira pour Europa Lander. Donc de manière générale, un appel d'offres va dire, ok, donc souvent ça va être la NASA qui va proposer, il va dire on va faire un lander, on va faire un atterrisseur à la surface d'Europe, proposez-nous des instruments à mettre dedans. Et ils ouvrent l'appel d'offres à toute la communauté mondiale en disant proposez-nous des instruments. Il va y avoir 25-30 personnes qui vont répondre en disant, 30 équipes, hein, pas 30 personnes, qui vont répondre en disant, nous on propose tel ou tel instrument pour faire ci, pour faire ça. Et après, une sélection sera faite de 4, 5, 10 instruments maximum pour intégrer à l'intérieur de l'atterrisseur. Donc on prépare déjà des instruments pour qu'on soit mature au niveau de ces instruments lorsque l'appel d'offres sera relargué. Et Europa Lander aura pour but de rechercher l'habitabilité au niveau du site d'atterrissage, mais également des biosignatures, donc directement des traces de vie. Et ce sera la première fois depuis les fameuses missions que je vous disais qu'on a un petit peu ratées parce qu'elles ne connaissaient pas le contexte et qui recherchaient de la vie sur Mars, qui s'appelait Viking en 1976, qu'on ira rechercher de la vie dans le système solaire. Il
Il faut savoir qu'à part les missions Viking de Mars en 1976, jamais on est allé rechercher de la vie quelque part dans le système solaire. On a recherché le contexte, l'eau, l'habitabilité, plein de choses sur plein de corps, plein de mondes du système solaire, mais on n'est jamais allé rechercher de la vie. Donc si vous vous demandez pourquoi on ne l'a pas trouvé, ben, dites-vous qu'on ne l'a pas cherché déjà. Et donc, ce que je disais par rapport au contexte, c'est-à-dire que Clipper va faire une cartographie d'Europe. On pense que sur Europe, il y a ce qu'on appelle des pénitents. Donc, vous connaissez peut-être ces structures. Ici, c'est une photo d'une structure terrestre de pénitents qui se trouve dans les hautes altitudes froides. Et moi, j'en avais vu en Bolivie, par exemple. J'étais assez contente d'en voir. C'est des structures de sublimation qui font quelques mètres de hauteur de glace et qui sont assez pointues, assez aiguisées, comme vous pouvez voir sur la photo. Sauf que sur Europe, on a une gravité qui est beaucoup plus faible. Ce qui veut dire que si ces structures existent sur Europe, et on a des bonnes chances de penser, on a des bonnes raisons de penser que ces pénitents existent sur Europe, en ayant une gravité plus faible, ces pénitents, ils pourraient faire plusieurs dizaines ou centaines de mètres de haut. Et si on atterrit dans ces zones avec une cartographie qui n'est pas assez précise, on pourrait se retrouver avec un Europa Lander qui se retrouve complètement à l'envers sur ces zones. Et donc, quand je vous parle de contexte pour l'atterrissage futur, c'est typiquement ce type de contexte qu'il faut cartographier, qu'il faut connaître pour pouvoir faire passer à l'étape suivante qui est l'atterrisseur et la recherche de vie. Et donc Europa Lander, c'est donc un projet, et comme je vous disais, c'est un projet qui n'est pas encore acté, mais sur lequel on travaille intensément. Il y a des programmes NASA qui sont en cours de financement. Il y en a un par exemple pour un développement technologique qui vient d'être sélectionné pendant 3 ans avec quelques centaines de milliers de dollars pour développer un instrument. C'est un instrument qui s'appelle EMILI pour recherche d'indicateurs de vie moléculaire sur Europe. Alors, il faut savoir que le principal investigateur, donc le responsable de EMILI, qui s'appelle Will Brinkerhoff, il travaille au centre NASA Goddard dans le Maryland aux États-Unis, et une de ses filles s'appelle Emily. Donc, il a trouvé comme acronyme EMILI pour sa proposition d'instrument. Et puisque ce sont toujours des collaborations, et sur EMILI, on a un système qu'on développe en France, qui est notre système, alors je vous le dis, s'il y a des chimistes dans la salle, c'est le système de chromatographie en phase gazeuse, mais on ne va pas rentrer dans le détail de la chromatographie, c'est juste qu'au LATMOS, on est les spécialistes de la chromatographie spatiale, et sur toutes les prochaines missions qui vont partir, et les dernières missions qui sont parties, qui embarquaient de la chromatographie, c'était le LATMOS qui participait ou qui lidait cette participation. Et donc, on est en train de préparer des instruments de chromatographie pour embarquer avec EMILI le jour où il y aura un appel d'offres pour partir sur Europa Lander. Et pour vous montrer que c'est quelque chose de réel, ça, ce sont des photos du laboratoire, donc c'était il y a quelques mois maintenant, où on construit vraiment des choses. Ce n'est pas uniquement dans la tête, ce n'est pas uniquement des idées, on construit des prototypes pour le coupler avec les prototypes américains pour que nos instruments soient prêts au moment de l'appel d'offres. Et donc, comme vous voyez, étant donné qu'il y a beaucoup d'appels d'offres, qu'on prépare des choses pour des appels d'offres qui ne sortiront peut-être jamais, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal d'échecs. On va préparer des instruments et les appels d'offres ne sortiront jamais. Ou alors, quand je vous disais également, il y a les appels d'offres qui vont sortir, il y aura 30, 50 propositions et il y en aura 5 ou 10 qui vont être sélectionnées. C'est-à-dire que le taux d'échec est plus important que le taux de succès. Et alors là, ce sont par exemple 2 missions sur lesquelles j'ai participé au développement et qui finalement n'ont pas été sélectionnées. Donc ce sont finalement des échecs, mais ce sont des échecs très constructifs. C'est quelque chose desquels on apprend, on va réutiliser les technologies qu'on développe pour les futures propositions, etc. Mais bon, ça reste des échecs qui peuvent parfois être difficiles, puisqu'on passe des années et des années à travailler sur des projets ou sur des instruments qui ne partiront jamais. Et la deuxième partie du travail pour ces recherches et auxquelles je participe, donc j'aime bien l'appeler les pieds sur terre, par opposition à la tête dans les étoiles où on part dans le système solaire pour rechercher les différents environnements. Et donc les pieds sur terre, c'est de trouver sur Terre des échantillons analogues au corps du système solaire qui nous intéresse. Analogues, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des caractéristiques en commun. Bien entendu, on ne va jamais trouver un morceau d'Europe, de Mars ou dans cela de Titan sur Terre, mais on va trouver des caractéristiques. Par exemple, je vous disais que sur Europe, on a des sources hydrothermales.
Donc là, ce sont des photos de sources hydrothermales terrestres. Et en allant rechercher ce qui se passe au niveau chimique dans les sources hydrothermales terrestres, on va pouvoir extrapoler à ce qui pourrait se passer dans les sources hydrothermales sur Europe. Un autre analogue terrestre de Europe, ce sont les lacs sous-glaciaires qui se trouvent en Antarctique. Ce lac, qui s'appelle Vostok, c'est un lac qui se trouve sous plusieurs kilomètres de glace et qui est isolé de la surface de la Terre depuis des millions d'années. Et donc, il a évolué sa propre chimie, il a évolué sa propre biologie, et il n'est pas en contact avec l'extérieur. Donc, encore un analogue de l'océan d'Europe qui se trouve sous une couche de glace. Et un autre analogue qu'on peut considérer, ce sont les saumures, donc des systèmes lacustres hyper salés. Donc ici, ce n'est pas de la neige, hein, ce qu'on voit, c'est du sel, donc un peu abrasif. Là, c'est moi qui collecte les échantillons. Après, ça piquait un petit peu de partout parce que j'étais en short. Donc c'est très très abrasif, c'est très, très salé. Et ici, la composition et la quantité de sel correspondraient à ce qu'on a sur Europe. Et donc en collectant ces échantillons, ici on voit des résidus de flaques d'eau. En été, c'est beaucoup plus rempli, ce sont des lacs. En hiver, c'est beaucoup plus rempli. En été, ça s'assèche. Et on retrouve quelques zones avec de l'eau liquide qui est donc hyper salée. Et dans ces eaux hyper salées, on sait qu'il y a de la vie. Il y a plein de bactéries qui vivent. Et donc, on va collecter ces échantillons. On va les analyser en laboratoire avec les techniques qu'on voudrait utiliser sur Europe. Et si on ne trouve pas de la vie dans ces échantillons en sachant qu'il y en a en utilisant nos techniques, ben, ce n'est pas la peine d'envoyer ces instruments sur Europe, puisque s'il y a de la vie, on ne la verrait pas. Et donc, on va développer des nouvelles techniques d'analyse sur ces échantillons qu'on pourra ensuite construire en miniaturisé pour mettre sur des sondes spatiales pour analyser les différents corps du système solaire. Alors, ce que ça implique, bien sûr, c'est qu'une fois qu'on a des échantillons, ben, on travaille en laboratoire et c'est une grosse partie du travail. Donc, ici, on est Valentin Moulet, qui est un doctorant qui va terminer sa thèse bientôt, qui a travaillé sur les échantillons du lac salé que vous avez vu sur la diapo précédente, qui est en Espagne, hein, c'est le lac Thérèse, il s'appelle. Et donc, il a travaillé à caractériser de manière chimique ce qui se trouve dans ces échantillons, à développer des nouvelles techniques. On s'est rendu compte que les sels interféraient beaucoup avec nos techniques d'analyse. Donc, il développe des techniques de dessalage, sauf que ces techniques de dessalage ne doivent pas être appliquées uniquement en laboratoire, mais il faut pouvoir les rendre spatiales pour les mettre sur des sondes et qu'ils fassent automatiquement le dessalage. Et donc, on fait toutes ces analyses en laboratoire. Donc là, vous voyez, ça va être une diapo sur toute la présentation, mais finalement, c'est la majeure partie du travail. Ça se passe en laboratoire pour développer les technologies, pour ensuite pouvoir construire les bons instruments pour envoyer sur les corps du système solaire. Et donc là, c'est juste un petit aparté sur la fameuse chromatographie. Donc là, on voit trois spectres différents. C'est des spectres qui ont été collectés au Svalbard. Et donc, ce sont des échantillons où à partir de la chimie et juste de la distribution chimique, donc là, chaque pic, ça correspond à une espèce chimique en quelque sorte, et à partir de la distribution chimique, on peut déterminer s'il y a de la vie sur l'échantillon. Donc, il n'y a pas besoin de faire des expériences de biologie pour regarder s'il y a de la biologie quelque part. Et typiquement, là, sur cet échantillon, à partir de l'analyse des différents composés chimiques qui se trouvent dedans, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu de la vie, mais qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Et sur cet échantillon-là, à partir de l'analyse de la distribution de la composition chimique, on sait qu'il y a de la vie. Cet échantillon-là, c'était un échantillon témoin. Donc on arrive à savoir, en regardant la distribution chimique d'un échantillon, s'il n'y a pas de vie, s'il y a eu de la vie passée mais qu'il n'y en a plus aujourd'hui, ou s'il y a de la vie présente. Et donc maintenant, on va partir du côté de Saturne, donc un petit peu plus loin dans le système solaire. Et comme Jupiter, Saturne, c'est une planète qui ne nous intéresse pas puisque c'est une géante gazeuse. Une géante gazeuse, c'est-à-dire il n'y a pas de sol, il ne va rien avoir d'intéressant au niveau eau liquide, au niveau chimie complexe et au niveau potentialité de forme de vie. Donc quelques photos quand même parce que c'est assez exceptionnel, encore une fois, hein, donc je dis beaucoup exceptionnel, mais en fait le système solaire il est vraiment merveilleux, il est vraiment exceptionnel, c'est impressionnant quand on regarde tout ce qui se trouve, la diversité des mondes qui se trouvent à l'intérieur du système solaire. Et donc la sonde Cassini a tourné pendant 13 ans autour de Saturne et a pris des photos sous des angles qu'on ne peut pas voir depuis la Terre. Donc ici on ne voit pas très bien sur le contraste, mais on voit l'hexagone qui se trouve au pôle nord de Saturne. Donc c'est une vue de Saturne, on ne peut pas la voir depuis la Terre, parce que là on est au-dessus du pôle nord. Et ici encore une fois c'est une photo, donc cette fois on dirait vraiment une image de synthèse, mais c'est une photo de Saturne.
qui montre Saturne et ses anneaux, en sachant que de la gauche à la droite des anneaux, ici, on a à peu près 600 000 km. On a 600 000 km, en sachant que les anneaux, qui sont constitués de glace, d'eau principalement, au niveau de Saturne, ils ont une épaisseur qui fait uniquement quelques mètres. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fin, extrêmement fin, et qui est constitué principalement d'eau, principalement de glace d'eau. Et notamment, on reviendra sur celui-ci d'anneau, l'anneau extérieur qui s'appelle E, en parlant d'Encelade. Et donc, on part tout de suite au niveau des satellites de Saturne, puisque Saturne, comme je disais, ne nous intéresse pas. Par contre, elle a à peu près 80 satellites de la même manière que Jupiter, dont 2 satellites qui ont un intérêt très particulier, parce que ce sont des mondes océans. Donc, des satellites glacés ou des mondes océans. On a déjà un petit peu évoqué Encelade, ce petit satellite qui ressemble beaucoup à Europe au niveau de sa composition. Et on finira en partant autour de Titan et d'un projet de drone pour explorer la surface de Titan. Et donc, on commence par Encelade. Encelade, c'est un satellite qui est comme Europe, mais avec des geysers encore plus intenses. C'est un satellite qui fait seulement 500 km de diamètre. Donc 500 km, c'est un Dijon-Marseille. C'est très petit comme satellite, et pourtant il est composé d'une croûte de glace, d'un océan liquide, donc pareil, il est chauffé par l'intérieur pour maintenir cet océan sous forme liquide, et l'océan se répand à l'extérieur par le pôle sud, cette fois, et de manière constante. Donc là, ce sont des photos d'Encelade qui ont été prises toujours par la sonde Cassini qui tournait dans le système de Saturne, qui a étudié beaucoup Saturne, qui a étudié beaucoup Titan et qui a étudié un petit peu Encelade. Donc on voit ces geysers qui se trouvent au pôle sud, l'océan se répand à l'extérieur, donc encore une fois on n'a pas besoin de creuser la glace pour aller analyser l'océan. L'océan est en contact avec la couche de silicate, il n'y a pas de couche de glace intermédiaire qui va isoler, donc on est très intéressé par ce corps. Tellement intéressé, c'est devenu presque la cible prioritaire pour aller rechercher de la vie dans le système solaire. Et Encelade a ces geysers qui sont tellement intenses, donc les geysers, pareil, ils se répandent à plusieurs kilomètres en dehors de la surface, au-dessus de la surface d'Encelade. 8% va s'échapper et 92% va retomber en surface. Et les 8% qui s'échappent vont se retrouver sur l'orbite d'Encelade. Et en se retrouvant sur l'orbite d'Encelade, ils vont même créer un anneau. Et donc, c'est ce fameux anneau E qu'on voyait ici. Donc, ce fameux anneau qui se trouve à l'extérieur, c'est un anneau qui est composé de geysers d'Encelade. C'est l'orbite d'Encelade qu'on voit sur cet anneau. Et c'est uniquement l'océan d'Encelade qui se retrouve dans cet anneau. Donc, un monde, encore une fois, exceptionnel. Encore une petite comparaison entre la taille de la Terre, la taille d'Europe et la taille d'Encelade. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et la comparaison de l'eau liquide globale, absolue, sur la Terre et sur l'Europe. Sur Europe, 2 fois plus d'eau en absolu que sur la Terre. Et sur Encelade, bon, on ne peut pas avoir 2 fois plus d'eau en absolu, parce qu'on serait plus gros qu'Encelade en soi. Mais on a vraiment beaucoup d'eau par rapport à la taille de la planète, donc qui porte encore bien son nom de monde océan. Donc image de synthèse à gauche, photo à droite, où on voit Encelade avec... Alors on ne sait pas si l'océan il serait global ou s'il est principalement réparti au pôle sud, parce que c'est vrai que les geysers ils se retrouvent quasiment uniquement au pôle sud par 4 stries qu'on appelle les Tiger Stripes, qui ont des noms un petit peu guerriers. Il y en a un qui s'appelle Bagdad, il y en a un qui s'appelle Damas. Les autres, je ne me souviens plus trop de leur nom. Mais donc, ce sont ces 4 stries où il y a des anomalies thermiques. Donc, c'est un peu plus chaud au niveau de ces stries. On ne sait pas si c'est la chaleur qui va créer les geysers ou si c'est les geysers qui vont créer un petit peu plus de chaleur. Mais en tout cas, les geysers s'échappent au niveau de ces 4 stries et en permanence. Contrairement à Europe, où les geysers ont été observés 2 fois par Hubble. Ici, quel que soit le moment où on prend la photo, il y a des geysers. Donc, finalement, pour aller analyser l'océan interne d'Europe, on pourrait aller juste passer dans les geysers, capter des échantillons et les analyser. Encore une fois, on pense qu'il y a des sources hydrothermales qui vont se trouver à l'interface entre le corps d'Encelade et puis l'océan. Là, on a des preuves même un peu plus tangibles de la présence de ces sources hydrothermales. Donc, deux types d'analyses qui ont été faites en regardant
En l'occurrence, il y a des silicates qui se trouvent dans les geysers. Donc s'il y a des silicates, bon, bah, ça montre bien qu'il y a quand même une connexion entre le manteau de silicates, l'océan et l'extérieur. Et puis après, bah, on voit qu'il y a de l'hydrogène, du dihydrogène qui se trouve à l'extérieur. Ce dihydrogène, ça montre certains processus qui se trouvent au niveau des sources hydrothermales. Donc en SLAD, petit mais costaud, hein, et un intérêt croissant dans la communauté exobiologique pour les raisons que je vous disais. Là, on retrouve la même structure que sur Europe, avec un océan, d'eau liquide, une croûte de glace, des structures hydrothermales, et donc plein de chimie intéressante qui devrait se passer dans l'océan, et peut-être même de la vie qui aurait pu se développer. Et donc pour ENCELAD, hein, il y a plusieurs propositions de mission qui sont faites. Je ne vais pas vous en parler, mais c'est pour dire encore une fois alors déjà, c'est un corps de grand intérêt pour l'exobiologie. C'est le corps avec le plus d'intérêt pour aller rechercher des traces de vie. Il y a 4 missions qui sont en développement aujourd'hui, qui vont être proposées pour aller explorer ENCELAD. Et sur les 4 missions, il y en a 3 qui contiennent un chromatographe en phase gazeuse, dont le Latmos est en cours pas de réalisation, en tout cas, enfin à différentes étapes. Pour un, c'est en cours de réalisation, pour d'autres, c'est en cours de conception. Et donc maintenant, on part au niveau de Titan. Alors Titan, le satellite qui se prenait pour une planète, parce que finalement, Titan, c'est le 2e plus gros satellite du système solaire. Donc quand je vous dis les mondes du système solaire, on est très loin d'un système solaire composé uniquement de 8 planètes. Titan, c'est le 2e plus gros satellite du système solaire après Ganymède. Titan est plus gros que la planète Mercure. Donc, vous voyez que c'est un satellite, mais c'est plus gros qu'une planète. Donc bon, finalement, quand on compare par rapport à la Lune, on est quand même presque 1,5 fois plus grand que la Lune. Et c'est un corps qui a plein de caractéristiques uniques. Bon, déjà, il est gros et il a une atmosphère. Donc, il a une atmosphère, ça correspond à très peu de corps de notre système solaire. D'avoir une atmosphère aussi dense que Titan, c'est uniquement Vénus, une grosse atmosphère de Vénus, l'effet de serre, 450 degrés en surface. C'est la Terre, avec une zone bien habitable, pour l'instant en tout cas. Et c'est Titan qui a une atmosphère qui va être 4 fois plus dense que celle de la Terre. Ce sont les 3 seuls corps du système solaire, parmi tous les mondes que vous avez vus qui existent dans le système solaire, ce sont les 3 seuls qui ont une atmosphère dense. Donc c'est assez unique dans notre système solaire. La température de surface, c'est 94 Kelvin. Kelvin, c'est l'unité qu'on utilise en mesure de température dans le milieu scientifique. 94 Kelvin, ça correspond à moins 180 degrés Celsius. Et la gravité, c'est 1/7 de celle de la Terre, puisque forcément on est plus petit, on a moins de gravité. Et une année sur Titan, alors ça je vous le dis, vous verrez que ça a un intérêt un petit peu plus tard. Une année sur Titan, c'est 30 ans terrestres. Donc Titan tourne autour de Saturne et le système Saturne-Titan met 30 ans pour tourner autour du Soleil et revenir au même point. Donc c'est l'année de Titan. Le jour de Titan, le temps qu'il met pour tourner sur lui-même, est de 16 jours terrestres. On appelle ça un sol, un T-sol, donc un Titan-sol. Le sol, c'est en général le jour de la planète qu'on étudie. Donc il y a le sol martien, le sol Titan, etc. Et donc, il a ses caractéristiques, mais il en a encore d'autres. Donc l'atmosphère est tellement dense, on ne voit pas la surface quand on regarde en visible. Donc là, on voit tous les autres corps, les autres satellites de Saturne, on voit les surfaces, on voit les différentes structures de surface. Sur Titan, ce n'est pas la résolution de l'écran qui empêche de voir la surface, c'est l'atmosphère. On ne voit absolument pas la surface, on voit juste une boule jaune, un peu comme si on arrive en avion au-dessus de Paris et qu'on est un jour de pollution, on ne voit absolument rien sous cette couche de pollution. Et ce n'est pas une analogie en l'air, c'est que c'est le même type de molécules finalement qui se trouvent dans la pollution principalement parisienne, ici il y en a quand même beaucoup moins, et puis dans l'atmosphère de Titan. Donc sur Titan, on a tous les critères d'habitabilité qui vont nous intéresser. Donc on a une source d'énergie, il y en a partout dans le système solaire, on a dit. On a une source de carbone abondante, donc on reviendra sur le carbone au niveau de l'atmosphère. Et on a également des solvants sur Titan. Alors il y a 2 types de solvants. Il y a de l'eau liquide qui va se trouver, on est sur une conférence sur les mondes océans, donc Titan c'est un monde océan.
il va se trouver un océan sous la croûte de glace de Titan. Alors là, on sait très peu, on n'a pas réussi à quantifier encore l'épaisseur de la croûte de glace avant d'atteindre l'océan et la profondeur de l'océan. Par contre, ce qu'on suppose, c'est, vu la gravité de Titan et la quantité d'eau, on aurait une croûte de glace haute pression, comme sur Ganymède, qui sépare l'océan de l'intérieur de Titan. Et donc finalement, cet océan d'eau liquide, qui est composé d'eau et d'ammoniac, nous intéresse beaucoup moins que la surface de Titan avec son atmosphère. Parce que bon, quand on est isolé, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange de matériaux et ni de molécules, donc ça va beaucoup moins nous intéresser. Donc on a de l'eau liquide, mais finalement qui ne nous intéresse pas tant que ça. Mais il y a un autre type de solvant sur Titan, c'est du méthane et de l'éthane. Là, c'est une photo des pôles, du pôle nord de Titan, et ce sont des lacs de méthane et d'éthane liquide, puisqu'encore une fois, il fait moins 180 degrés en surface, donc à cette température et à cette pression, le méthane et l'éthane sont liquides, et qui correspond au même cycle que le cycle de l'eau sur Terre. C'est-à-dire qu'on va avoir des lacs qui vont avoir des marées, il va y avoir des nuages, il va y avoir donc de l'évaporation, des nuages, des pluies, des rivières, mais tout ça avec des hydrocarbures, avec du méthane et de l'éthane liquide. Et donc si on regarde, petite photo des nuages au niveau des pôles de Titan par exemple. Donc des nuages de méthane qu'on retrouve sur les différentes photos à différentes longueurs d'onde, donc pas en visible, parce qu'en visible on ne voit pas la surface, donc on regarde à différentes longueurs d'onde pour essayer de voir ce qui se passe. Et donc l'autre caractéristique, enfin la caractéristique de Titan qui nous intéresse, c'est son atmosphère, sa fameuse atmosphère hyper dense. Elle est tellement dense, elle est constituée de beaucoup de molécules de diazote, comme sur Terre, notre atmosphère elle est constituée à 80% d'azote, qui est un gaz assez neutre. Et donc ici, on en a encore plus, on a 94%, 92, 94% d'azote, et du méthane, et d'éthane également un petit peu. Et donc, en ayant de l'azote et du méthane, c'est-à-dire qu'on a tous les atomes qui nous intéressent pour faire de la chimie complexe. On a des atomes d'azote, des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Et en ayant azote, carbone, hydrogène, on fait des compilations de molécules, on fait des complexifications de molécules. Et en ayant de l'énergie qui vient casser les différentes liaisons et les recombiner entre elles, cette énergie qui provient du Soleil et de la galaxie dans la haute atmosphère, et bien on va créer des molécules de plus en plus complexes, qui vont devenir de plus en plus lourdes, qui vont sédimenter en surface, qui vont se complexifier encore plus. Et c'est ça qui crée cette atmosphère. Ce sont des aérosols organiques, donc la même chose que la pollution, qui sont des aérosols composés de ces mêmes atomes. Donc on a une complexification et la surface de Titan est recouverte de ces molécules qui se créent dans l'atmosphère et qui sédimentent jusqu'à la surface. Et qui dit molécules et complexification de molécules dit peut-être apparition de vie. C'est pour ça qu'on va être intéressé par la surface de Titan, avec toutes ces caractéristiques d'habitabilité et une atmosphère dense dans lesquelles des réactions chimiques vont se produire. C'est donc un laboratoire à ciel ouvert, c'est une planète laboratoire, c'est comme si on avait un labo à une échelle planétaire qui va nous permettre de comprendre la chimie qui se passe à l'intérieur de Titan. En sachant que cette chimie, elle peut correspondre à la chimie primitive de la Terre. L'atmosphère aujourd'hui de Titan pourrait correspondre de certaines parties à l'atmosphère primitive de la Terre avant que la vie apparaisse sur Terre. Donc c'est un peu comme si on avait pris une Terre il y a 4 milliards d'années, qu'on l'avait mise au congélateur et qu'on la ressortait aujourd'hui, et c'est Titan. Donc en allant étudier Titan, on va mieux comprendre également ce qui a pu se passer sur Terre. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la planétologie comparée. On va utiliser les autres planètes pour mieux comprendre ce qui se passe sur Terre, et on va également utiliser la Terre pour extrapoler à ce qui peut se passer sur les autres planètes, en sachant que chacun de ces mondes est complètement différent, mais a des similarités qui vont nous permettre de les étudier. Et donc, encore une fois, on retourne en laboratoire. Vous voyez, on fait pas mal de ping-pong entre labo, système solaire, mission spatiale, etc. Mais c'est ce qu'on fait dans la réalité, puisqu'on utilise le labo pour créer des sondes. Quand on a des sondes spatiales, qu'on a des résultats de différents corps du système solaire, on va essayer de comprendre ces résultats en faisant des manips de labo. Donc, on a constamment des itérations entre labo, mission, etc. Et donc, ça ressort finalement dans cette présentation.
Et donc on sait que l'atmosphère de Titan, elle est ultra complexe, mais on ne sait pas de quoi elle est composée. Et donc on va essayer de la caractériser en laboratoire. Et donc on a cet instrument là qui s'appelle PAMPRE, qui est au Latmos, avec mon collègue Thomas Gauthier, qui travaille sur cet instrument, et qui va essayer de recréer l'atmosphère de Titan en laboratoire, en mettant, alors essayez un petit... donc en mettant des réactifs qui sont la composition de l'atmosphère de Titan. Je vous disais le diazote et le méthane. Donc il met ces réactifs dans différentes proportions. Il va créer, il va apporter de l'énergie, comme ce qui se passe dans la haute atmosphère de Titan, et il va récolter des fameux aérosols qui se retrouvent être finalement, regardez, la même couleur. Ce sont des photos des aérosols qui sont collectés dans des petits tubes plastiques qui se retrouvent de la même couleur que ce qui est dans l'atmosphère de Titan. Donc bon, ça ne veut pas dire que c'est Titan, ce sont des analogues encore une fois, donc cette fois des analogues synthétiques, contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure des analogues qu'on allait collecter sur le terrain, des analogues naturels, ici ce sont des analogues synthétiques qu'on utilise en laboratoire pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les autres planètes, bon en l'occurrence là, sur Titan. Et donc, une fois qu'on a ces aérosols en laboratoire, on va les étudier pour savoir de quel type de molécules elles sont constituées, pour ensuite construire les bons instruments pour analyser ce type de molécules. Si les molécules sont ultra complexes, mais qu'on envoie des instruments qui sont capables d'analyser uniquement des molécules simples, on ne sera pas capable de faire les analyses une fois sur Titan. Donc il faut au moins savoir ce qu'on va chercher pour construire les bons instruments et pour obtenir des résultats. Et donc ces études de ces analogues d'aérosols de Titan en laboratoire, mais ils ont été analysés ici, c'est assez impressionnant à voir. Donc c'est une visualisation directe de la structure atomique par une technique de microscopie à force atomique où on regarde, on voit la structure de la molécule. Alors je ne sais pas comment vous le voyez à distance, mais je pense qu'on voit pas mal. Et on voit les structures. Bon, on ne voit pas très bien par contre la représentation après de la molécule. Mais en tout cas, on voit les structures moléculaires. Donc là, c'est une photo de la molécule. Donc vous imaginez l'échelle et vous voyez la photo qu'on voit de la molécule pour essayer ensuite de les reconstruire et de comprendre ce qui se trouve dans nos aérosols, dans nos analogues d'aérosols pour essayer d'extrapoler à qu'est-ce qui peut se retrouver sur Titan et envoyer les bons instruments. Et donc on a une sonde qui a tourné autour de Titan, Cassini-Huygens, qui est à la fois américaine et européenne, et qui a fait des analyses, qui a fait des survols de Titan, a fait 127 survols de Titan, donc il y a eu quand même une focalisation assez importante sur ce satellite. Et Cassini-Huygens, elle a caractérisé la surface de Titan, mais depuis l'orbite. Et ce qu'on voit, alors pas en visible encore une fois, parce que sinon on verrait juste du orange, mais ce qu'on voit dans différentes longueurs d'onde, c'est que la surface de Titan, elle est très diversifiée. À l'équateur, on voit des zones plus noires. En fait, ce sont des sables organiques, il y a des dunes. Au niveau des pôles, il y a des lacs, donc ces fameux lacs d'hydrocarbures qui ne se retrouvent pas aux autres endroits. On voit des zones un peu plus orangées. Et donc, on voit plusieurs types de terrains qui se retrouvent à des endroits qui ne sont pas si éloignés les uns des autres, mais des terrains qui sont quand même très très divers au niveau de la surface de Titan. De Cassini, qui tournait autour de Saturne et qui faisait des survols de Titan, il y avait une petite sonde européenne qui s'appelle Huygens, qui s'est détachée en 2004 pour atterrir à la surface de Titan et qui a pris cette photo de la surface de Titan. Donc c'est la sonde, c'est la construction humaine la plus lointaine qui a atterri sur un corps du système solaire. C'est Huygens, c'est européen, même pas américain. Et j'aime bien le préciser quand même parce qu'on a l'impression dans le spatial qu'il n'y a que la NASA, mais en fait non, pas du tout, il n'y a pas du tout que la NASA. L'Europe, c'est un très gros contributeur et certaines technologies ne sont disponibles qu'en Europe, ne sont pas disponibles par la NASA et vice-versa. Donc certes, la NASA, c'est numéro un, ils ont plus d'argent, plus de moyens, plus de manpower. Mais à notre échelle, c'est vraiment pas ridicule ce qu'on fait au niveau de l'Europe et même au niveau de la France. Pourtant, quand on fait des comparaisons au niveau des moyens, c'est quand même pas la même chose. Et donc, atterrissage à la surface de Titan, on se retrouve sur une surface qui est composée, en fait,
ça ressemble un petit peu à un paysage terrestre hein, quand on regarde, sauf que les blocs qu'on voit, ce ne sont pas des cailloux, ce sont des blocs de glace d'eau constitués d'eau et d'ammoniac et peut-être d'autres choses également, et que le sable qu'on voit, bah, ce n'est pas du sable siliceux comme sur Terre, c'est du sable organique, donc ce sont ces fameux aérosols qui sont formés dans l'atmosphère, qui sédimentent à la surface et qui représentent une couche chimique sur toute la surface de Titan. Et donc, grâce à Cassini-Huygens, Titan est passé d'un monde complètement mystérieux à un monde qui semble assez familier, qui a pas mal d'analogies avec la Terre, mais on a quand même plein de questions. Finalement, Cassini, ce qu'elle nous a permis de faire, c'est de savoir quelles questions poser à propos de Titan. Et donc, on aura une autre mission qui va partir, qui est cette fois signée, actée, tout ce que vous voulez, elle va partir, et qui atterrira sur Titan en 2034, et qui s'appelle Dragonfly. Et donc, on terminera en parlant de Dragonfly un petit peu. Donc c'est un drone bon, il y aura d'autres vidéos plus sympas. C'est un drone qui ira sur Titan et qui atterrira en 2034. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'année de Titan, c'est qu'une année sur Titan, c'est 30 ans. Et vous voyez que Huygens a atterri en 2004 et que Dragonfly atterrira en 2034. C'est-à-dire qu'on atterrira pile un an Titan après Huygens à la surface de Titan avec Dragonfly. Ce qui nous donne des certitudes, ou en tout cas des très bonnes informations, sur la météo locale au moment de l'atterrissage. On va atterrir à peu près à la même latitude, presque au niveau de l'équateur. Huygens atterrissait également au niveau de l'équateur. Et donc on sait que les vents seront faibles, on sait qu'il n'y aura pas de pluie, et on sait plusieurs informations météorologiques sur notre zone d'atterrissage au moment de l'atterrissage. Puisque sur Titan, bah, comme sur Terre, hein, on a une inclinaison qui fait qu'on a 4 saisons, sauf que vu que l'année fait 30 ans, chaque saison ne dure pas 3 mois, mais dure 7 ans. Mais on a un peu le printemps, été, automne, hiver. Et donc on va atterrir à la même période que Huygens. Donc Dragonfly, c'est un drone qui ira explorer Titan, mais ce n'est pas un petit drone comme on peut voir comme les DJI avec une GoPro ou avec une caméra attachée. C'est un drone qui fait dans les 800 kg, donc on est même un petit peu lourd, il faut essayer de gagner un petit peu de masse, parce que c'est difficile de voler quand même, et qui aura 8 hélices, 2 fois 4 hélices, quand on regarde la répartition, donc les 2 fois, c'est pour la redondance, mais donc 2 fois 4 hélices. Et ces hélices, elles ne sont pas si grosses pour un drone qui fait 800 kg et qui fait 2,50 m de diamètre. Donc là, vous voyez notre principale investigatrice, donc la responsable totale de cette mission, qui s'appelle Zibby Turtle, qui est dans le Maryland au Johns Hopkins University, au Applied Physics Lab, avec une hélice en taille 1 qu'elle tient dans les mains, donc qui sont ultra tranchantes, donc là, elle fait gaffe. Mais ces hélices vont permettre de se déplacer en volant à la surface de Titan. Donc on peut se dire, c'est quand même difficile d'aller voler sur un corps aussi lointain, en automatisé, mais finalement, étant donné que l'atmosphère est 4 fois plus dense et que la gravité est 1/7 de celle de la Terre, voler sur Titan, c'est le moyen le plus facile pour se déplacer. C'est plus facile que de rouler. Sur Mars, vous avez peut-être entendu parler de cet hélicoptère Ingenuity qui était associé au rover Perseverance. Ingenuity, c'est un petit cube qui fait 1 kg et qui a des hélices qui font presque 2 mètres de long, parce que l'atmosphère de Mars est tellement ténue qu'il est très difficile de voler, même si la gravité est faible. Alors qu'ici, on a une atmosphère qui est très dense, et ce qu'il faut voir, c'est que cette atmosphère, c'est presque comme un fluide, tellement elle est dense. Et c'est beaucoup plus facile de nager dans de l'eau que de voler dans de l'air sur Terre. Et donc là, on est dans une densité un peu intermédiaire qui fait que si on s'attache des ailes sur Titan et qu'on bat des ailes en tant qu'humain, eh bien, on pourrait s'extraire du sol et voler. Donc le vol est assez simple finalement sur Titan, relativement parlant bien entendu. Et ici donc une structure de Dragonfly pour montrer la taille, pour montrer aussi que des fois les chercheurs peuvent être bien habillés. Vous ne voyez pas forcément très bien, mais c'était pour une sélection, la sélection presque finale de Dragonfly, quand il ne restait plus que 2 compétiteurs en lice pour la sélection. C'est une mission qui est dans le cadre des appels d'offres qu'on appelle New Frontiers aux États-Unis. C'est un appel d'offres qui sort à peu près tous les 5 ans, où la NASA dit, bon, bah, on a 850 millions de dollars à mettre sur une mission, donc proposez-nous une mission. Elle donne quelques cibles prioritaires. Donc dans le prochain appel d'offres des New Frontiers, il y aura Encelade dans les cibles prioritaires. Et donc je ne vous cache pas qu'on a 2 missions qui sont en préparation pour Encelade dans ces prochaines New Frontiers. Et donc Titan, c'était le New Frontiers de 2019, pardon, qui donc 850 millions de dollars.
L'atterrissage, je regarde l'heure et puis pour laisser le temps pour les questions. Donc l'atterrissage se fera dans une zone équatoriale. Donc là, on voit en fond une image de Titan. Donc encore une fois, un peu invisible, sinon on ne verrait rien. Donc le petit carré, je crois qu'il est décentré parce qu'ici, on retrouve le cratère qui se trouve là. Ce cratère, il fait 80 km de diamètre et c'est un cratère d'impact. Un cratère d'impact, c'est hyper intéressant puisque qui dit impact dans de la glace dit eau liquide, puisqu'on amène de l'énergie, donc la glace va se transformer en eau liquide, et qui dit eau liquide et molécules organiques dit toutes les conditions pour que la vie puisse se développer. Donc ce cratère d'impact, qui est assez récent, aurait pu garder de l'eau liquide pendant suffisamment longtemps pour que de la chimie complexe puisse se faire et éventuellement débouche sur une forme de vie. Donc c'est une cible assez prioritaire de Dragonfly, mais on ne peut pas atterrir dans le cratère parce que le premier atterrissage se fera de manière complètement automatique sur Titan. Donc on va atterrir dans cette ellipse qui se trouve un petit peu plus au sud, dans des zones plates, dans des zones de dunes et d'interdunes. En fait, c'est un système, toutes les zones noires là qu'on voit au niveau de l'équateur, ce sont des dunes de sable organique, et ces dunes, elles sont réparties. On a des dunes qui vont faire des dizaines de kilomètres de long. Et entre ces dunes, il y a des zones plates qui peuvent faire 1, 2, 3 km, complètement plates, avant la dune suivante. Donc vous voyez, ces zones plates d'interdunes sont suffisamment connues et suffisamment plates pour pouvoir atterrir de manière automatique et de manière sécuritaire à la surface de Titan. C'est pour ça qu'on a choisi cette zone d'atterrissage des dunes qui s'appelle Shangri-La et qui va se trouver. L'ellipse d'atterrissage, c'est une ellipse qui fait à peu près 150 km sur 72. Et si l'axe est-ouest est plus incertain que l'axe nord-sud, c'est parce que pendant l'atterrissage, qui va être très lent, il y a 2h30 d'atterrissage, parce qu'encore une fois, on est dans une atmosphère qui est dense, on a des vents est-ouest qui sont plus forts que les vents nord-sud. Et donc, on peut, selon l'intensité des vents, on va plus ou moins dévier. Et donc, l'incertitude sur l'axe est-ouest de l'ellipse d'atterrissage est plus grande que l'incertitude nord-sud. Donc là, je vous invite, je ne vais pas la passer pour des raisons de temps, mais je vous invite à aller voir Dragonfly in the Desert Testing for Titan, qui est une vidéo sur un test en Californie de Dragonfly sur le système de vol automatisé. Donc c'est Dragonfly à l'échelle 1,5 qui avait été testé l'année dernière pour son système de vol autonome. Il va prendre des photos, il va faire des reconnaissances autonomes au niveau du vol. Donc vous pouvez taper ça sur YouTube, vous tomberez sur la vidéo, c'est assez sympa. Et donc Dragonfly, on va passer directement à droite. C'est le nouveau design qui est tout récent, il date de quelques semaines, ce nouveau design. Tout a été changé parce qu'il fallait gagner de la masse, je vous disais. Donc pour gagner de la masse, la structure a été changée, le type de composant a été changé, il y a des choses qui ont été enlevées. Il fallait gagner 100 kg, il ne fallait pas gagner 2-3 kg. Et c'était assez difficile. Donc on est alimenté par un réacteur nucléaire qui va recharger une pile. Et cette pile électrique va distribuer le courant à la fois pour le vol et pour faire les expériences scientifiques. Et donc on est à moins 180 degrés, je vous disais, à la surface de Titan. Et à moins 180 degrés, les cartes électroniques ne fonctionnent pas. Donc il faut réchauffer tout l'intérieur de notre drone. Et là où on a de la chance, c'est que les réacteurs nucléaires sont très mauvais en distribution d'énergie et qui perdent plus de chaleur qu'ils ne donnent d'énergie. Et donc cette chaleur de perte des réacteurs nucléaires va être utilisée, va être envoyée à l'intérieur du cocon du drone pour réchauffer l'intérieur du drone et garder tout cet intérieur. Donc le réacteur nucléaire, il se trouve au niveau de la queue, et tout ce cocon chaud va se trouver entre moins 20 et plus 30 degrés. Par rapport aux moins 180 degrés de l'extérieur, ce qui va permettre aux cartes électroniques et à nos instruments de fonctionner. La communication se fera directement avec la Terre. Donc on sera toujours en vue de Titan depuis la Terre pour faire la communication. Il n'y a pas d'orbiteur relais, comme c'est souvent le cas sur Mars, où on envoie depuis la surface un orbiteur relais et l'orbiteur envoie sur Terre. Ici, c'est directement Dragonfly qui a son antenne Auguin, qui se trouve ici, qui va se déployer, qui va envoyer les éléments sur la Terre. C'est pour ça qu'on se trouve au niveau de l'équateur, c'est pour ça qu'on était très limité aussi sur la zone d'atterrissage à choisir, parce qu'il fallait toujours être en vue de la Terre pour pouvoir communiquer. Et donc, petite timeline quand même pour vous rendre compte que c'est particulièrement long, hein, toutes ces missions et tous ces développements. C'est la définition de concept.
de Dragonfly, elle date depuis 2015. Moi, j'étais encore postdoc à ce moment-là, dans le laboratoire qui faisait cette définition de concept. C'est comme ça que j'ai été intégrée sur la mission. Et donc, je travaille dessus, sur la définition de la mission, depuis 2015. Ensuite, les New Frontiers, les fameux appels d'offres, il y a eu 12 candidats et les finalistes ont été annoncés en décembre 2017. Donc, il y avait 2 finalistes parmi les 12 candidats. Et donc, en avril 2019, donc pendant un an et demi, on a eu des financements pour développer. On n'était plus que 2 en lice avant la sélection finale. La sélection finale a eu lieu un petit peu après avril 2019. Avril 2019, c'est une visite avec, il y a 50 rapporteurs, donc c'est là où vraiment tout le monde et on est obligé d'être bien habillé pour cette sélection. Tous les rapporteurs sont bien habillés. Enfin, vous imaginez le truc avec 50 rapporteurs qui vont essayer de trouver les moindres détails pour essayer de détruire l'instrument, enfin positivement, hein, pour essayer de trouver les failles et pour être sûr de sélectionner le bon instrument. On est à $1 milliard, il ne faut pas se tromper. Et la sélection, elle a eu lieu pendant elle a été annoncée pendant une conférence qui s'appelle en juin 2019. Et donc, on était plusieurs de la mission à cette conférence. Donc, vous voyez la joie après l'annonce de la sélection de Dragonfly. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à cette conférence, donc, on était plusieurs des 2 missions qui étaient présélectionnées, qui étaient en liste finale. Donc, l'autre mission, elle s'appelait César, c'était un retour d'échantillons de comètes. Et donc, il y avait des gens de César, il y avait des gens de Dragonfly, et quelques instants, quelque chose comme 1 heure avant l'annonce officielle de la sélection, en fait, on a reçu un mail. Alors, attendez, hop, ça on mettra après. On a reçu un mail, on ne voit pas très bien, mais on a reçu un mail de notre PI, notre principale investigatrice, Zibby Turtle, qui nous disait, alors surtout, attention pour ceux qui sont à PsyCon, la fameuse conférence, attention pour ceux qui sont à la conférence, quand vous lisez ce mail, restez poker face parce que les gens savent que vous faites partie de Dragonfly ou de César pour les autres. Donc là, en l'occurrence de Dragonfly. Donc si vous sautez de joie, si vous criez en lisant ce mail, les gens sauront que Dragonfly est sélectionné alors qu'il y a encore un embargo pendant 1 heure. Donc j'avais entouré la date aussi avec l'heure pour montrer que c'était à peu près 1 heure avant qu'on était au courant, avant l'annonce officielle de la sélection. Et donc, et puis à la fin du mail, donc plein de choses, c'est super, on est des super équipes, l'autre équipe de César est super, etc. Et puis à la toute fin du mail, Dragonfly est sélectionné pour voler. Donc presque un message subsidiaire, c'est même pas dans le titre, enfin, bien entendu. Mais donc voilà, on était au courant un tout petit peu avant. Et puis 1 heure après, il y a eu l'annonce. Alors je pense qu'il n'y a pas de son. Bon, vous n'entendez pas très bien, mais vous allez entendre vite fait. Donc l'annonce officielle à NASA TV. Et donc là, explosion de joie, parce que à part les gens de Dragonfly qui savaient 1 heure avant, et les gens de César qui savaient 1 heure avant qu'ils n'étaient pas sélectionnés, mais sinon c'est là où le monde apprenait que Dragonfly, un drone, allait partir sur Titan pour voler. Donc c'était vraiment chouette d'annoncer ça à cette conférence. Donc, ce qui était bizarre, c'était pendant l'heure qui précédait, puisque les gens de César savaient qu'ils n'étaient pas sélectionnés, les gens de Dragonfly savaient qu'ils étaient sélectionnés, et puis on se croisait dans les couloirs, chacun se connaît, et donc c'était un petit peu bizarre de pouvoir rien dire, on se faisait des regards, c'était très très gênant. Ouais. Et donc la participation française à Dragonfly a été actée en janvier 2022, et donc le LATMOS, avec un consortium de laboratoires français, va leader la contribution de la chromatographie, la fameuse chromatographie en phase gazeuse pour Dragonfly. Donc, alors je saute les instruments, parce qu'on n'a pas le temps, mais on va faire de la chimie et de la biologie. Il y a des vidéos qui sont sympas. Et je vais juste terminer. Plein de choses sympas. Sur la contribution française, donc un instrument qui fait 4 kilos, qui a quelques millions d'euros, financé par le CNES, l'Agence spatiale française, qui est un consortium de plusieurs laboratoires français. Et si on a une partie de l'équipe américaine qui était venue nous voir il n'y a pas très longtemps, et donc vous voyez une bonne partie de l'équipe française, on était tous allés au restaurant pour accueillir les Américains.
comme il se doit. Et donc cette contribution, vraiment cocorico, hein, c'est 40 personnes en France hein, seulement, de tous les corps de métier, c'est pas uniquement les scientifiques, les ingénieurs, les techniciens, c'est plusieurs laboratoires, c'est plusieurs générations. Et d'ailleurs, pour tous les jeunes dans la salle ou pour les parents ou les grands-parents de jeunes qui seraient au collège ou au lycée, c'est la génération collège-lycée aujourd'hui qui analysera les données. Vous voyez, on va atterrir sur Titan en 2034. Et donc, ce sont des missions, je vous disais, Dragonfly qui a commencé à être pensé en 2015 et qui atterrira sur Titan en 2034. Donc, vous voyez, il y a 20 ans de préparation entre le début d'une mission et son exploitation sur les corps quand on est sur le système solaire externe. Et donc, je vais terminer là-dessus, puisque je suis très engagée pour faire reculer les inégalités qui sont encore persistantes hein, chez les femmes dans les milieux scientifiques. Et donc ici, vous voyez un graphe qui montre la contribution de femmes dans les missions spatiales. Chaque front, c'est une mission spatiale au fur et à mesure du temps. Et ce qu'on voit, c'est que dans les années 70, 80, jusqu'à même début 90, la contribution féminine était de presque 0%. Et au fur et à mesure du temps, donc on voit une courbe croissante, heureusement, Dragonfly, c'est le vainqueur de tous. On a presque 50% de femmes et pas du tout à des niveaux... enfin vraiment à des niveaux, vous voyez, la responsable de toute la mission, c'est Zibby Turtle, qui est une femme, hein, bien entendu. La responsable du plus gros instrument de Dragonfly, elle travaille au NASA Goddard, un centre dans le Maryland, elle s'appelle Melissa Traynor. Au niveau français, donc c'est moi la responsable de la contribution française. Donc vous voyez, on est femmes au niveau de grosses contributions des missions spatiales et c'est quelque chose qui va heureusement dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on a encore des grosses inégalités, surtout des problèmes au niveau générationnel, où la génération au-dessus de la mienne va avoir tendance à considérer le travail féminin comme étant inférieur au travail masculin. Donc moi, j'ai la chance d'être dans une génération un peu intermédiaire où j'ai vraiment pas connu ou pas ressenti en tout cas de discrimination. Au contraire, on est dans de la discrimination positive aujourd'hui où les femmes à niveau équivalent vont être favorisées par rapport aux hommes pour essayer de rétablir cet équilibre. Et la génération future, qui est des collégiens, lycéens, donc ces personnes qui travailleront sur toutes ces missions une fois qu'elles seront en opération, on sera dans une égalité parfaite. En tout cas, je l'espère. Et sur ce, je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on a un peu de temps pour des questions.